Donc cette vidéo fait suite à celle que j'ai postée sur la NASA et la Dream Team. Et pour en finir avec ceux qui doutent encore, revenons aux bases. Je voudrais aborder les missions Apollo sous un angle technique des appareils photo utilisés. Je ne veux pas redire ce qui a déjà été dit ou brièvement et essayer d'introduire de nouvelles recherches possibles. Voilà, ceci n'est juste que mon point de vue. Alors beaucoup réfutent toujours les possibilités de mensonges de la part de la NASA, quels que soient les arguments, et parlent de pinailler sur des détails. J'ai appris, moi, dans la vie, que ce sont justement les détails que l'on met de côté, en premier lieu, qui souvent s'avèrent être les plus gros obstacles pour la suite, parce que c'est presque invisible, ça nous traverse l'esprit, mais nous disons que cela ne peut pas être un problème, car c'est un détail. Bon, cela fait partie du travail de chacun, mais ce que l'on met de côté nous rattrape toujours. C'est ce que j'ai appris. D'ailleurs, cette expression qui dit le diable est dans les détails me semble tout à fait d'à propos ici. Si l'on met bout à bout tous ces détails rapportés depuis des années par des personnes qui, en fonction de leur aptitude professionnelle, personnelle, ou qui ont un esprit d'observation ou logique, ou même un idiot qui met le doigt sur quelque chose que personne n'a jamais observé jusque-là, à un moment, tous ces détails ont du sens, non? Je voudrais amener donc mon détail de pierre à l'édifice, sortir de cette question, a-t-on marché sur la Lune? Comment réfuter toutes ces preuves qui sont visibles depuis des années et ne jamais obtenir que des semblants de réponses de ses responsables? Faites vos recherches, ce n'est pas ce qui manque, et discutez avec des personnes qui ont des aptitudes différentes des vôtres. Alors moi, ce qui a été déterminant, ça a été effectivement les clichés ramenés des différentes missions. C'est à partir de là que je me suis vraiment interrogé, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, concernant uniquement toutes les différentes sources de lumière tout à fait visibles sur les images Apollo, et impossibles avec le Soleil comme seule source lumineuse. J'ai eu un accident il y a longtemps maintenant où j'ai dû dans ma vie m'adapter à toutes sortes de situations pour pouvoir me débrouiller et eu différents métiers. J'ai fait des rencontres très enrichissantes qui m'ont ouvert les yeux sur notre réalité et je suis quelqu'un de curieux qui aime expérimenter et mettre en pratique pour voir si cela peut s'appliquer à moi-même d'abord. J'ai une formule personnelle qui est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais, que j'essaie d'appliquer autant que possible. Depuis de très nombreuses années, je fais de la photo et j'ai eu même l'occasion de travailler pour des sociétés de sous-traitants pour l'aérospatiale en tant que dessinateur catalogue et photographe. Cela ne fait pas de moi ni un ingénieur ni un technicien de l'aérospatiale, mais développe la précision, l'observation. Étant soumis à la critique de ceux qui sont les vrais penseurs et concepteurs, on veut éviter d'être pris à défaut. J'ai travaillé par exemple sur le projet Hermès. Pour ceux qui ne savent pas ou ne se souviennent plus, il s'agissait du projet de navette européenne qui nous a coûté environ 10 milliards, c'est les estimations officielles, et faisant face à de gros problèmes techniques, de faisabilité, de sécurité des futurs astronautes, cela a été abandonné. Alors je faisais les dessins de la navette et maquettage de ces catalogues pour des techniciens commerciaux ou autres sociétés avec qui nous étions associés, et j'ai travaillé sur le catalogue du programme et l'emploi du temps des éventuels futurs cosmonautes. Et j'ai eu entre les mains tout le descriptif de la première mission, et ce qui m'avait étonné le plus, c'est le minutage de chaque mission. Tout était à la seconde près. Peu d'heures de sommeil et il repartait pour d'autres missions, ce qui pourrait être difficile à respecter pour le cahier des charges. C'était justifié par le temps finalement dans l'espace, compte tenu de la longue liste de missions qui leur incombait et par le coût de celle-ci évidemment. Alors quand je vois tout ce que les intervenants dans l'ISS font, qui ressemble plus à de la com, plutôt que de les voir réellement faire des expériences qui devraient contribuer à l'évolution de l'humanité. Et quelles sont-elles d'ailleurs? Et ce que ça coûte aux contribuables. Bon, je ris jaune en général. Donc je voulais parler sur les appareils photo argentiques utilisés lors de ces missions qui auraient dû servir à nos scientifiques sur Terre, leur faciliter la tâche quand ils sont amenés à travailler au pôle ou près de volcans ou dans des déserts. Pourtant, ce n'est pas le cas. Toujours est-il pas grâce à eux. Donc, comment ont-ils pu dépasser les problèmes techniques dus aux conditions extrêmes à cette époque? Même les numériques, de la part des composants, sont toujours vulnérables, que ce soit les volcanologues, les plongeurs ou les photographes et caméramans qui partent sur l'épaule, par exemple. Il est toujours difficile aujourd'hui
malgré l'évolution, d'aller avec un appareil photo dans ces conditions. L'amélioration s'est faite grâce aux protections modernes de ces appareils, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc voyons ces appareils utilisés dans les années 60 ou 70, mais si nous nous arrêtons uniquement sur les pellicules utilisées, nous savons qu'il était, même à l'époque, plus facile de combattre les hautes températures que les basses températures, car les pellicules devenaient moins souples, se déchiraient, surtout au niveau des perforations, et cassaient même sous l'effet du gel. Donc on évitait les moteurs de rembobinage qui accentuaient le problème, que les cosmonautes, eux, utilisaient d'ailleurs, à moins de 200 degrés, plus ou moins. Donc, sans parler des piles utilisées ou accus qui se déchargent extrêmement vite, par déjà moins 30, et même si l'appareil résistait, pas de photo possible. Les mécaniques étaient également soumises à des difficultés, les huiles qui permettent le bon fonctionnement, sur les diaphragmes par exemple, qui se bloquaient ou cassaient également. Alors les matériaux utilisés dans ces mêmes appareils, métaux ou plastiques durs, peuvent casser sous l'effet du moindre choc, surtout aux basses températures évidemment. Donc quand on voit que les astronautes travaillent en permanence dans des conditions allant de plus 130 à moins 230 degrés, chiffre officiel que je rappelle que la température la plus basse mesurée ici sur Terre, ça a été moins 80,9 en Antarctique. Nous sommes en droit donc de se poser des questions. Il y a eu 14 appareils photo ou caméras emmenés sur la Lune, et une seule est revenue. Les autres ont été laissés sur place pour des raisons de poids et de place. Et pour pouvoir ramener des cailloux donc. Le seul qui est revenu a été ramené car la pellicule n'a pas voulu sortir de son boîtier, un Hasselblad 500. Alors les mauvaises langues disent qu'un cosmonaute ayant fait une gaffe sur l'appareil ramené, ils ont dû inventer cette histoire. Un cas unique. Bon, qui a d'ailleurs été vendu aux enchères en mars 2014 pour la modique somme de 550 000 €, ce qui, avec les charges et les taxes, a coûté réellement 660 000 €. Bon, à 6 000 près, bon, tant pis. Alors, sans parler des micro-poussières qui s'introduisent partout, du vide, du rayonnement cosmique, de l'électricité statique sur les films, et d'un autre très gros problème concernant la condensation liée aux différences extrêmes de température qui voilaient les films. Simplement, de retourner dans le LEM, là où il y avait de l'oxygène et une température étant normale. Bon, et j'en parle. Nous trouvons, il y a des articles qui parlent de ces appareils photo et qui nous disent, je cite, « À ses débuts, on a sous-estimé la photographie spatiale. » Bon. Quelques 300 clichés seulement ont été pris lors des 4 vols orbitaux de Mercury en 62, et lors du vol suborbital de Shepard, l'astronaute a filmé avec une caméra de cinéma 16 mm. Du côté soviétique, Gagarine n'avait pas d'appareil photo ni de caméra. Seul Titov emporta une caméra en 61. Alors Glenn, lui, en 62, fut contraint d'acheter un Minolta avec un 35 mm bon marché pour immortaliser son vol, qui, sans modif, le promène sur ses sorties. Les autorités ont commencé à s'apercevoir donc de leur vraie valeur, non seulement dans un but scientifique, mais également en raison de leur impact publicitaire. Là, on ne peut être que d'accord. Alors quoi? Donc, des missions aussi importantes et uniques à l'époque, malgré que la photographie existe depuis Thomas Elwood, qui fit les premières expériences avec du nitrate d'argent en 1802, et que les premiers clichés datent de 1839, que les premières photos couleurs, même si elles sont rares, datent de 1869 par Thomas Hutton. Le gars, il est obligé d'y penser lui-même. Waouh! Donc, bon, admettons, continuons. Donc, Walter Schirra, un des 7 astronautes Mercury, entra dans un magasin de photos et acheta un Hasselblad 500, 28 mm, focale de 8, qu'il modifia pour le vol spatial en enlevant l'étui et en le peignant en noir. Voilà. Lorsqu'il s'envole pour sa mission Mercury en octobre 62, il prend les premières photos spatiales, et l'appareil de Schirra n'a pas subi de modifications fondamentales pour son voyage, ni subi d'essais intensifs comme le reste du matériel à bord. Sur le site de la NASA, il nous explique que le cosmonaute a eu une formation en photographie contredisant complètement d'autres articles de l'époque d'ailleurs. Désormais, la NASA et le fabricant suédois ne cesseront de coopérer.
la firme commence à étudier des appareils spécialement conçus pour être utilisés dans l'espace par les astronautes. La première photo de nuit depuis Mercury est prise par Gordon Cooper en mai 63. Donc, et en décembre 68, le Hasselblad 500, avec un objectif Carl Zeiss, fait partie du voyage. Des boutons surdimensionnés ont été montés sur le système de réglage de Hasselblad afin qu'ils puissent être manipulés par un astronaute portant des gants. Tous les revêtements en matière synthétique imitant le cuir ont été supprimés car, aussi surprenant que cela paraisse, ce type de matériau peut dégager des vapeurs nocives dans une atmosphère d'oxygène à basse pression. Les appareils modifiés ont été recouverts soit d'une pellicule anodisée noire non réfléchissante, et dans le cas de travaux sur la surface de la Lune, d'une couche anodisée argentée, destinée à réfléchir la chaleur et à éviter une surchauffe du boîtier. Lorsque les astronautes étaient en dehors du vaisseau spatial, évidemment. On apprécie la protection, hein, je vous laisse méditer là-dessus. Alors, pour la lubrification des mécanismes internes, les lubrifiants classiques ont été remplacés par des huiles ininflammables dans la cabine riche en oxygène. Bon, moi je dis c'est bien, ils y ont pensé aux huiles, nous voilà rassurés. Alors les mauvaises langues diront avant ou après les questions des photographes se posant des questions en connaissance de cause. Bien. Pour la photographie spatiale, des pellicules spéciales ont été utilisées afin d'offrir le maximum de poses par chargeur. Cela a été possible en faisant appel à un support spécial en polyester Estar, dont l'épaisseur est inférieure de plus de moitié à celle d'une pellicule normale. Ainsi, quelques 200 clichés peuvent être pris à partir d'un film noir et blanc et environ 160 à partir d'un film couleur. Alors quoi? Les pellicules encore plus fines, alors que le problème essentiel est la fragilité des films, ils les ont fait plus minces de 50%. Donc la suite sur les caméras étant le même problème finalement, même si certaines ont l'air mieux protégées, je ne m'attarderai pas sur celle-ci. Alors le réglage de la distance devant se faire manuellement, avec leurs gros gants, sans rien voir bien sûr. La tâche la plus importante pour l'astronaute photographe est d'obtenir une exposition correcte, car l'Hasselblad n'a pas de cellule pose-mètre incorporée. Alors, compte tenu des conditions d'éclairage particulières dans l'espace, un dispositif de ce type ne serait de toute façon pas très utile. Un engin spatial métallisé et violemment éclairé sur un fond noir est peut-être l'un des objets les plus difficiles à photographier correctement. Mais malgré les difficultés, les astronautes ont obtenu un taux de réussite très élevé. Moi, je dis, trop fort les gars. Et en plus, ils ne sont pas photographes vraiment. Nous saluons l'exploit quand même. Alors, lorsque Armstrong descend l'échelle du LEM, il est filmé par la caméra Maurer 16 mm. Vous pouvez apprécier ces images prises d'ici. Hein. Donc les objectifs ne sont pas modifiés ni protégés, puisque là on les voit à l'extérieur. Hein. Bon, moi j'ai envie de dire sans commentaire. Alors, pour éviter d'avoir à répondre plus tard à cet argument concernant la chauffe de l'appareil, je reprends un autre article qui mentionne le cas où ils auraient modifié l'intérieur avec de l'azote pour refroidir. Because les infrarouges. Alors, même si c'est une grosse aberration pour moi, je vais y répondre parce que ça évitera que certains me trouvent cet argument pour dire voilà, si ils ont pensé à ça. Le problème, il est juste accentué. Le problème lié à la chaleur, c'est une chose, mais le froid, c'est toujours. Donc, il nous explique. Les températures extrêmes qui pouvaient affecter notamment les appareils photo, on voit que la caméra vidéo du LEM est entièrement scellée dans un boîtier métallique qui a l'air bien étanche. Mais quid des appareils photo et du DAC? Il était en finition argentée mat, faite d'une peinture époxy qui réfléchit les rayons infrarouges et qui se consomme en brûlant. Pour dissiper l'énergie accumulée, l'intérieur des caméras était rempli d'azote. Alors, moi, je me suis dit, rempli d'azote, bon, c'est trop déjà. Mais admettons qu'il y ait de l'azote. Donc, j'ai consulté des sites du CNRS, ne connaissant pas les contraintes liées à l'azote, liquide ou gazeux d'ailleurs. Voilà à peu près ce qu'ils nous disent. Que c'est bon un liquide inerte, bouillant à moins 196 degrés centigrades,
L'évaporation d'un litre d'azote liquide produit 696 litres d'azote gazeux. À basse température, sa densité est supérieure à celle de l'air. Qu'il ne faut utiliser que des matériaux résistants à moins 196 degrés, bien évidemment, et qu'il faut distinguer les tubes utilisés, prévus pour l'immersion, pas de vis externe, de ceux destinés au stockage en phase vapeur, pas de vis interne, et que toutes les canalisations contenant l'azote liquide doivent être calorifugées. Alors, l'azote ne doit pas être stocké en récipient étanche, etc., etc. Bon, arrivé ici, nous pouvons déjà nous arrêter. Le reste, j'ai envie de dire, c'est de l'extra sur l'impossibilité de réaliser un tel système dans un boîtier photo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Que c'est particulièrement instable, en gros, mais surtout qu'il faut éviter le contact avec des vis et que de toute façon, l'azote doit être régulé par un dispositif pour maintenir sa température. Donc, et je rappelle, 1 litre d'azote liquide devient 696 litres d'azote gazeux. Donc, il faut éviter les fuites, hein, ce serait un plus. Et donc, le dispositif ne peut être dans un circuit étanche. Ouf. Donc, comment ont-ils pu prendre le risque, sans connaître déjà les effets dans le vide, alors que l'azote, même dans un circuit, doit être lui-même maintenu dans une autre protection calorifugée, et du fait de l'instabilité de l'azote, les astronautes auraient dû recharger les appareils dans le LEM en azote. Alors, ayant la chance de pouvoir contacter des personnes ayant travaillé dans des conditions extrêmes, ici sur Terre bien sûr, alors explorateurs, photographes, caméramans et scientifiques, dont un ayant travaillé avec l'azote, je leur ai posé toutes ces mêmes questions. En tant que photographe en argentique, sous les conditions qu'on nous donne existant sur la Lune. Alors pour faire bref, ils ne connaissent pas ce genre de procédé qu'ils auraient pu utiliser ici, hein, surtout dans des conditions dans lesquelles ils ont été en expédition, près de volcans ou dans les déserts par exemple, mais qu'ils imaginaient bien quand même que la NASA gardait ça pour eux, et bon, c'était pour eux, c'était pourquoi pas. Bon, ok. Et puis cela ne répond qu'au problème de chauffe. Et le froid n'est-il pas plus important? N'est-ce pas là le véritable problème pour les pellicules? Et les objectifs d'ailleurs, et tout le mécanisme. Ils m'ont tous confirmé effectivement que effectivement le froid, ça a toujours été leur plus gros souci, avec quand même un gros problème de condensation, comme j'avais précisé précédemment. Alors, et le diaphragme et toutes les pièces qui dépassent. Hein. Concernant alors le dispositif éventuel avec de l'azote, le scientifique en question, qui a longuement travaillé là-dessus, il confirmait mes interrogations sur la faisabilité, quelque chose de cet ordre-là. Alors les mauvaises langues diront encore qu'ils ont anticipé une réponse à une question technique sans mesurer que des personnes pouvaient démonter ces arguments. Bon, mais admettons toujours. Donc, comme je l'ai déjà dit, hein, la fragilité des matériaux à des températures très basses, quand on voit le nombre de chutes sur les vidéos des astronautes, pas de casse apparemment, tout s'est bien passé à ce niveau-là, ça résiste, c'est cool. Alors un autre petit détail, puisqu'on nous dit que la Terre sur la Lune, elle est très légère, très fine, donc comment ça se fait que quand ça vole pas très longtemps, puisqu'on nous dit que le poids est divisé par 6 sur la Lune. Alors on ne va pas parler non plus des accélérations au décollage, hein, où on nous donne des chiffres un peu différents, mais ça peut aller jusqu'à 11 G d'après certains, c'est-à-dire que quand on les voit manipuler des choses et tout ça, leurs bras peuvent faire jusqu'à 50 kilos, voire plus pour certains. C'est assez variable hein, en fonction de chacun. Voilà. D'autant plus que normalement ils n'ont rien à faire, puisque d'après ce qu'on nous dit, tout est automatisé. Tiens, bizarre. Ici, les cadrages, les prises de vue de ces hublots, je vous le rappelle, un joli cadrage. Parce que l'autre jour, j'ai voulu filmer par la fenêtre de la portière de ma voiture. Alors j'ai vite eu une limite, c'est celle des montants, et je n'ai pas pu faire ce beau travelling que je souhaitais faire. Hein, vous voyez, hein, et ça dure, ça dure, ça dure. Ça dure un bon moment même. Hein.
Et tout ça, donc, d'un un espace plutôt réduit, on pourrait dire, non? Quand on regarde la position de l'appareil photo sur la poitrine et tout ce qu'ils ont sur le dos, on imagine comment une contre-plongée peut permettre de faire cette photo sans être éventuellement couché sur le dos ou d'avoir des tuteurs. On imagine les difficultés à cette époque quand même pour avoir un bon réseau, puisque déjà nous, avec nos satellites en pagaille, il y a des endroits où il n'y a pas de réseau, donc on imagine cette parabole qui permet effectivement de communiquer sans aucun souci. Allô Houston? Pourquoi toutes ces incohérences sur les photos? Tout simplement, alors tout simplement, est-ce possible qu'ils aient pu faire des photos sur la Lune à cette époque, dans ces conditions, avec les modifications effectuées sur les appareils photo? Pour moi, la réponse est clairement non.